Avez-vous déjà eu l'impression de faire du surplace, comme si des chaînes invisibles vous empêchaient d'avancer, de devenir plus fort et plus confiant? Le plus souvent, ces chaînes sont nos propres habitudes, des habitudes que nous ne remarquons même pas. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas simplement des mauvaises habitudes. Nous allons les aborder à travers le prisme du stoïcisme, cette philosophie antique qui nous enseigne la force, la sérénité et la maîtrise de soi. Nous allons décortiquer 10 habitudes qui vous affaiblissent. Et, plus important encore, nous découvrirons comment les éliminer immédiatement de votre vie en nous appuyant sur la sagesse de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Pour commencer, mettons les choses au clair. Le stoïcisme, ce n'est pas une question de visage de marbre et de suppression des émotions. Loin de là. C'est une philosophie éminemment pratique, conçue pour la vie de tous les jours. Les stoïciens croyaient que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réaction face à eux. Et c'est précisément là que réside la véritable force. Cette philosophie, c'est comme un système d'exploitation pour l'esprit qui nous aide à naviguer et à faire face au chaos du monde moderne. Alors, levons le voile sur la première, et peut-être la plus répandue, des entraves qui nous affaiblissent, l'habitude de se plaindre. À première vue, cela semble inoffensif. On se plaint de la météo, de la lenteur d'Internet, de notre patron, des voisins bruyants. C'est devenu une sorte de rituel social, une manière d'entretenir la conversation. Ah, quelle journée aujourd'hui, pas vrai? Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mots? Chaque plainte, même la plus insignifiante, est une déclaration de votre propre impuissance. Lorsque vous vous plaignez, vous transférez mentalement le contrôle de votre état d'esprit à des circonstances extérieures. Vous devenez une victime. Je suis de mauvaise humeur parce qu'il pleut. Ma journée est gâchée parce que quelqu'un m'a dit une méchanceté. Vous cédez volontairement les rênes de votre vie. Les stoïciens, eux, voyaient cela d'un tout autre œil. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans son journal « Choisis de ne pas te sentir offensé et tu ne le seras pas. Réfléchissez-y, ce n'est pas un appel à réprimer vos émotions, c'est plutôt une invitation à prendre conscience qu'il existe un espace entre l'événement et votre réaction à celui-ci. Et c'est dans cet espace que réside votre force. Au lieu de gaspiller votre énergie à vous plaindre, le stoïcien se pose cette question: que puis-je faire face à cela? Vous ne pouvez pas changer la météo? Prenez un parapluie ou profitez du confort de votre intérieur. Votre chef vous a donné une tâche complexe. Au lieu de vous lamenter, divisez-la en petites étapes. La plainte se focalise sur le problème. L'approche stoïcienne, elle, se concentre sur la solution. Cessez d'être un commentateur passif de votre vie. Devenez-en l'auteur actif. C'est le premier et le plus essentiel, pas vers l'acquisition de votre force intérieure. D'accord, poursuivons. La prochaine habitude qui nous prive de notre énergie, c'est cette inquiétude constante face à l'avenir. Dans notre tête, nous nous transformons en véritables réalisateurs de films catastrophes. Nous passons des heures à imaginer les pires scénarios, qui, dans 99% des cas, ne se réaliseront jamais. Et si je rate mon entretien? Et si je tombe malade? Et s'il pense du mal de moi? Ce dialogue intérieur incessant n'est pas un simple bruit de fond. C'est un véritable vampire mental. Il vous dérobe votre énergie, votre concentration et votre joie de vivre l'instant présent. S'inquiéter de l'avenir, c'est un peu comme payer les intérêts d'un prêt que vous n'avez peut-être jamais contracté. Et c'est là que les stoïciens nous offrent l'un de leurs outils les plus puissants, la dichotomie du contrôle. Le nom peut paraître complexe, mais l'idée est d'une simplicité désarmante. Divisez tout dans votre vie en 2 colonnes. Dans la première, listez ce que vous pouvez entièrement contrôler. Dans la seconde, ce qui ne dépend absolument pas de vous. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, mais vous pouvez contrôler l'heure à laquelle vous partez. Vous ne pouvez pas contrôler la décision de votre patron concernant une promotion, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre travail et votre préparation. Le stoïcisme nous enseigne à diriger 100% de notre attention et de notre énergie uniquement vers la première colonne. Quant à la seconde, il nous invite à l'accepter comme une donnée, comme la météo que l'on observe par la fenêtre. Dès que vous maîtriserez cette compétence, vous ressentirez un immense soulagement.
votre anxiété s'apaisera et votre esprit deviendra clair et parfaitement concentré. Abordons maintenant une habitude qui, à l'ère numérique, est devenue une véritable épidémie. Cette quête incessante de l'approbation d'autrui. Nous mesurons notre valeur au nombre de likes, d'abonnés et aux compliments que l'on nous fait. Nous passons des heures à choisir la photo parfaite, à peser chaque mot dans nos messages, de peur de dire ce qu'il ne faut pas. Nous devenons des caméléons, changeant de couleur selon le regard des autres. Mais cette quête de reconnaissance est une pente glissante vers la faiblesse. Pourquoi ? Parce que vous abandonnez volontairement le contrôle de votre estime de soi à d'autres. Votre humeur se met à faire le yo-yo au gré d'un commentaire anodin ou d'un regard de travers. Vous cessez d'être le capitaine de votre navire pour devenir un simple fétu de paille ballotté par les vagues de l'opinion d'autrui. Cela vous rend vulnérable et dépendant. L'approche stoïcienne est radicalement différente. Le stoïcien ne cherche l'approbation que d'une seule personne, lui-même. Il bâtit son estime de soi non pas sur un éclat extérieur, mais sur une force intérieure, ses principes et ses vertus. Comme le disait Sénèque, mieux vaut mériter les éloges sans les recevoir que de les recevoir sans les mériter. L'important n'est pas d'être loué, mais d'être digne de cette louange. Commencez à mettre cela en pratique dès aujourd'hui. Avant de prendre une décision, demandez-vous non pas « que vont-ils penser de moi ?», mais plutôt « est-ce en accord avec mes valeurs ?» Lorsque vous cesserez de chercher les applaudissements à l'extérieur et commencerez à écouter votre boussole intérieure, vous découvrirez une liberté et une force incroyables. Parlons des émotions, et plus précisément de notre tendance à y réagir instantanément. Imaginez la situation. Quelqu'un vous coupe la route. Quelle est votre première réaction, celle qui vient automatiquement? Très probablement, c'est un coup de sang, l'envie de klaxonner, de crier quelque chose. Ou un collègue au travail fait un commentaire cinglant. Et voilà, vous passez la journée à ressasser la situation, en ressentant de la rancœur et de l'irritation. Cette réaction impulsive aux stimuli extérieurs est un signe de faiblesse. Cela signifie que n'importe qui, n'importe quel événement peut tirer vos ficelles et contrôler votre état. Vous devenez une marionnette entre les mains des circonstances. Vous ne contrôlez pas vos émotions, ce sont elles qui vous contrôlent. Alors, que nous proposent les stoïciens? Ils nous parlent de l'importance de la pause. Épictète enseignait qu'entre l'événement et notre réaction à celui-ci, il y a toujours un court instant. C'est un espace de choix, et c'est précisément dans cet espace que réside notre liberté et notre force. À cet instant, nous pouvons soit céder à une réaction automatique, presque animale, soit faire un choix conscient. Quand vous sentez la colère ou la rancœur vous envahir, arrêtez-vous simplement. Prenez une grande inspiration, demandez-vous, cet événement vaut-il vraiment ma tranquillité d'esprit? Ma réaction colérique va-t-elle résoudre le problème? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. En apprenant à créer cette pause, vous cesserez d'être esclave de vos émotions. Vous commencerez à choisir vos réactions et par conséquent votre état. Et ça, c'est un véritable super-pouvoir. Et maintenant, parlons du confort. Notre société moderne est obsédée par le confort. Nous cherchons à éviter le moindre désagrément. Trop froid, on allume le chauffage. Trop chaud, la climatisation. La nourriture doit être rapide, l'information facilement digeste, le chemin le plus court. Nous vivons sous cloche et cela nous rend incroyablement fragiles. Rester constamment dans sa zone de confort, c'est comme vivre sans entraînement physique. Les muscles s'atrophient, l'endurance diminue. De la même manière, notre volonté s'atrophie, ainsi que notre capacité à faire face aux difficultés. Lorsque la vie, inévitablement, nous confronte à de véritables problèmes, une maladie, une perte d'emploi, un conflit, nous sommes alors totalement démunis. Nous nous effondrons parce que nous sommes habitués à ces conditions ultra-protégées. Les stoïciens l'avaient bien compris. C'est pourquoi ils pratiquaient ce qu'on pourrait appeler les inconforts volontaires. Ce n'était pas une forme de masochisme, c'était un entraînement de l'esprit. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, s'habillait périodiquement de vêtements simples, mangeait la nourriture la plus frugale et dormait sur un sol dur. Dans quel but?
pour se rappeler qu'il pouvait supporter la privation, pour comprendre que le bonheur demande bien moins qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin de dormir par terre. Mais vous pouvez commencer petit. Prenez une douche froide ou contrastée. Marchez à pied au lieu de prendre un taxi. Renoncez une journée au sucre ou aux réseaux sociaux. Chaque petit inconfort délibéré et conscient, c'est un renforcement pour votre volonté. Vous forgez votre esprit et vous prouvez que vous êtes plus fort que votre attrait pour le confort. Cela vous rend plus résilient et vous prépare aux véritables tempêtes de la vie. La prochaine habitude qui nous maintient dans une prison mentale, c'est de vivre dans le passé. Nous ressassons encore et encore les vieilles erreurs, les rancunes, les occasions manquées. Ah, si seulement j'avais agi différemment à l'époque. Pourquoi m'a-t-il traité de la sorte? Comment ai-je pu être aussi stupide? Vivre dans le passé, c'est comme essayer d'avancer en ne regardant que dans le rétroviseur. Vous ne voyez pas la route devant vous, vous risquez de vous écraser et vous ne progressez pas vers vos objectifs. Ce fardeau mental du passé vous épuise, il vous prive de l'énergie nécessaire pour le présent et vous empêche de construire l'avenir. C'est comme traîner un lourd sac à dos rempli de pierres qui s'alourdit à chaque pas. Les stoïciens proposaient un puissant antidote à cette habitude, le célèbre principe du memento mori, souviens-toi de la mort. À première vue, cela peut paraître sombre, mais c'est en réalité l'un des principes les plus porteurs de vie. Comprendre que notre temps est limité nous pousse à chérir la seule chose que nous possédons vraiment, l'instant présent. Le passé n'existe plus, on ne peut pas le changer, le futur n'est pas encore là, il est incertain. La seule réalité, c'est l'ici et maintenant. Posez-vous la question, est-ce que ressasser cette vieille rancune m'aide vraiment, là, tout de suite? La réponse est évidente. Au lieu de ruminer le passé, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez faire à cet instant précis. Tirez une leçon de l'erreur et lâchez prise. Pardonnez à celui qui vous a blessé, non pas pour lui, mais pour vous-même, afin de vous défaire de ce fardeau. Vivez le présent, car c'est le seul temps que vous ayez. Parlons d'une habitude que tout le monde connaît, ou presque. Il s'agit de la tendance à remettre les choses au lendemain, la procrastination. Nous savons qu'il faut passer cet appel important, démarrer ce projet, aller à la salle de sport. Mais au lieu de cela, nous passons des heures à faire défiler notre fil d'actualité, à regarder des séries ou à nous occuper de choses totalement insignifiantes. On se dit « je m'y mettrai demain ». Mais ce demain ne vient étrangement jamais. Il est crucial de comprendre que la procrastination est rarement une question de paresse. Le plus souvent, elle est enracinée dans la peur de l'échec. Et si je n'y arrive pas, la peur de la critique, et si on me juge, ou la peur face à une tâche qui semble insurmontable, un volume de travail écrasant. En reportant l'action, nous obtenons un soulagement immédiat face à cette peur. Mais à long terme, cela ne fait qu'amplifier l'anxiété et le sentiment de culpabilité. L'approche stoïcienne face à ce problème consiste à se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. L'empereur Marc Aurèle se rappelait constamment « Fais ce qui doit être fait et advienne que pourra ». Ne vous souciez pas de l'ampleur de votre objectif, ne vous préoccupez pas de l'avis des autres. Demandez-vous simplement « Quel est le plus petit pas que je puisse faire, là, tout de suite ?» Pas écrire un livre, mais écrire une seule phrase. Pas se remettre en forme, mais faire 10 squats. En décomposant une tâche intimidante en petits pas gérables, vous dissipez la peur et la résistance. Les stoïciens enseignaient que le chemin de 1000 lieues commence par un premier pas. N'attendez pas l'inspiration ou le moment parfait. Faites simplement ce premier pas, puis un autre. C'est dans cette action constante et disciplinée, et non dans l'attente, que réside le secret pour vaincre la procrastination. Parlons maintenant des mots, ou plus précisément de cette fâcheuse habitude que nous avons de les gaspiller. Nous nous laissons souvent emporter par les commérages, les discussions futiles, les débats stériles sur Internet. Nous disséquons la vie des autres, critiquons des décisions sur lesquelles nous n'avons aucune prise ou nous brassons du vent. On pense que c'est juste une manière de tuer le temps, mais en réalité, nous tuons quelque chose de bien plus précieux. Chaque fois que vous participez à des commérages ou à des conversations négatives, vous polluez votre propre esprit.
Vous y laissez entrer la négativité, l'envie, le jugement des autres. C'est un peu comme si vous décidiez volontairement de déjeuner dans une décharge. De plus, c'est un gaspillage colossal de votre énergie la plus précieuse, l'énergie mentale. Une énergie qui pourrait être dirigée vers l'apprentissage, la créativité ou la résolution de vos propres défis. Les stoïciens, et Épictète en particulier, attachaient une importance capitale à l'économie de mots. Son célèbre conseil est le suivant: ne parle que de ce qui est important, ou tais-toi. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un taiseux morose. Cela signifie que vos paroles doivent avoir du poids et un objectif. Avant de parler, demandez-vous: est-ce que cela va améliorer la conversation? Est-ce que cela m'apportera ou apportera à mon interlocuteur un bénéfice? Est-ce que je contribue au bien ou à la destruction? Commencez à pratiquer la parole consciente. Évitez les cercles où les commérages sont le sujet principal. Si l'on essaie de vous entraîner dans ce genre de conversation, changez poliment de sujet ou contentez-vous de garder le silence. Vous serez étonné de la quantité de temps libre et de la clarté mentale que vous gagnerez. Vos mots sont un outil. Utilisez-les pour construire des ponts et non pour creuser des fossés. Penchons-nous sur l'une des peurs les plus paralysantes, la peur de l'échec. Combien d'idées géniales n'ont jamais été concrétisées? Combien de talents sont restés dans l'ombre? Combien de vies ont été vécues sans jamais oser poursuivre un rêve? Et tout cela à cause de cette simple habitude, celle de redouter l'échec. Nous craignons tellement de chuter que nous préférons ne pas même nous engager sur le chemin. Cette peur nous maintient dans la cage de la médiocrité. Nous choisissons un travail sécurisant qui nous déplaît, nous restons dans des relations stables, mais malheureuses, nous évitons tout risque. Nous pensons ainsi nous protéger, mais en réalité, nous nous privons de l'essentiel, la croissance. Car la croissance n'est possible que là où il y a du risque, là où l'échec est une possibilité. Les stoïciens nous invitaient à renverser notre regard sur l'échec. Pour eux, l'obstacle n'est pas la fin du chemin, l'obstacle est le chemin lui-même. Marc Aurèle l'a formulé ainsi: l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui se met en travers devient le chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Toute difficulté, tout échec n'est pas un motif de désespoir. C'est une occasion de s'entraîner. Un projet a échoué? Parfait. Vous savez maintenant quelles erreurs éviter. Vous avez essuyé un refus? Merveilleux. C'est une chance de développer votre persévérance et votre résilience face à la critique. Vous faites face à un problème? Formidable. C'est une énigme pour votre esprit. L'échec n'est pas une condamnation, ce n'est qu'un simple retour d'expérience de la réalité. C'est le professeur le plus précieux. Lorsque vous commencerez à percevoir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des exercices pour votre esprit, la peur de l'échec disparaîtra tout simplement. Elle fera place à l'excitation et à la curiosité. Tiens, que va m'apprendre cette situation? Enfin, voici l'habitude la plus insidieuse, car elle passe souvent totalement inaperçue. C'est l'habitude de vivre en pilote automatique. Se lever, prendre son café, aller au travail par le même chemin, accomplir des tâches routinières, rentrer à la maison, regarder une série, se coucher, et ainsi, jour après jour, semaine après semaine. Les jours se fondent en un flux gris et continu, et nous ne remarquons même pas comment la vie s'écoule. Vivre en pilote automatique, c'est une forme d'hibernation mentale. Nous réagissons aux événements de manière routinière, prenons des décisions par inertie, sans nous poser les questions essentielles. Suis-je sur la bonne voie? Suis-je heureux? Est-ce que je m'améliore en tant qu'être humain? Nous pouvons vivre ainsi pendant des décennies, puis un jour nous réveiller et réaliser avec effroi que pendant tout ce temps, quelqu'un d'autre était aux commandes, mais pas nous. Le stoïcisme est, par essence, une philosophie de la pleine conscience. C'est un appel à se réveiller et à reprendre les rênes de sa vie. L'une des pratiques clés des stoïciens était l'auto-examen du soir. Sénèque, chaque soir avant de dormir, se posait 3 questions. Quelle faiblesse ai-je surmontée aujourd'hui? Qu'ai-je fait de bien? Qu'aurais-je pu faire mieux? Il ne s'agit ni de s'apitoyer sur soi-même, ni de s'auto-flageller. C'est un audit honnête et serein de sa journée. Cette pratique simple vous sort du mode pilote automatique. Elle vous pousse à analyser vos actions, à remarquer vos habitudes et à corriger consciemment votre trajectoire.
Commencez dès ce soir. Consacrez seulement 5 minutes à la réflexion sur votre journée. Cette habitude, celle de vous poser les bonnes questions, transformera progressivement votre réaction inconsciente à la vie en une création consciente de celle-ci. Mais voici le point crucial. Toutes ces 10 habitudes, qu'il s'agisse de se plaindre ou de vivre en pilote automatique, convergent comme les rayons d'une roue vers un même point central. Une erreur fondamentale que le stoïcisme met en lumière, la mauvaise compréhension de ce qui a réellement de la valeur pour nous. Nous pensons à tort que notre bonheur dépend de facteurs externes, l'argent, le statut social, l'opinion des autres, le confort. Et quand nous ne les obtenons pas, nous nous affaiblissons, nous nous plaignons, nous nous inquiétons, nous nous mettons en colère. Mais les stoïciens nous enseignent que la seule véritable valeur est la vertu, c'est-à-dire votre caractère, vos décisions, vos réactions. C'est la seule chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Quand vous réalisez cela, les circonstances extérieures perdent leur emprise sur vous. Un échec devient une leçon, une insulte, une mise à l'épreuve de votre sérénité. L'inconfort, un entraînement. Vous cessez d'être une marionnette entre les mains du destin et devenez le maître de votre esprit. Se débarrasser de ces habitudes n'est pas une action ponctuelle. C'est une pratique quotidienne, un choix conscient en faveur de la force et non de la faiblesse. C'est un chemin qui transforme le chaos de la vie en une danse harmonieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, soutenez-la avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles leçons de sagesse. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 10 habitudes vous a semblé la plus familière? Et quel outil stoïcien comptez-vous appliquer dès aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, discutons-en ensemble.